moi, je suis Marie-Hélène Geoffroy, je travaille effectivement à l'INRAE de Grignon, à l'UMR Agronomie, je suis agronome et je travaille sur les systèmes de culture en transition vers l'agroécologie, on va dire. Et donc, j'ai récupéré, en fait, j'ai mis dans ce diaporama principalement des résultats qui ont été obtenus dans deux projets européens qui s'appellent Lake Value et Remix. Donc, en fait, ce que je vais vous présenter, c'est avant tout un panel, une représentation d'une analyse effectuée à partir des associations cultivées chez les agriculteurs. Alors, pourquoi nous, chercheurs, on va voir les associations qui sont cultivées chez les agriculteurs. Alors, le premier travail qu'on a fait, c'était effectivement focaliser sur les associations à base de légumineuses à graines. Après, on a élargi un peu, je vous montrerai un autre travail qui était plus large. Donc, pourquoi? Parce que la première raison, c'est un peu ce qu'a dit Mathieu déjà, c'est que les associations, elles ont quand même tout un tas d'avantages qui laissent penser qu'elles pourraient être très intéressantes pour contribuer à la transformation, au changement des systèmes agricoles de manière à répondre à de multiples enjeux. Mathieu en a cité quelques-uns, je pourrais en citer d'autres, réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, réduire l'utilisation d'engrais azotés, réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc finalement contribuer à la mitigation du climat, etc. Je reviendrai un peu sur ces impacts environnementaux. Ensuite, deuxièmement, traditionnellement, pendant longtemps, en fait, la production de connaissances, elle était plutôt faite par la recherche, qui transmettait ça à des organismes de R&D, on va dire, qui rendaient ces connaissances opérationnelles, on va dire, et qui diffusaient ça vers les agriculteurs. Mais en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec le grand chamboulement qui nous est offert par l'agroécologie, on s'aperçoit que les agriculteurs innovent, enfin on le savait déjà, mais les agriculteurs innovent énormément, ils sont très inventifs, et que étudier les innovations qu'ils ont conçues dans leur ferme peut aider en fait la conception chez d'autres agriculteurs, peut aider d'autres agriculteurs à changer. Et donc finalement, un de nos travaux de recherche, un de nos sujets de recherche, consiste à analyser ces innovations. Ensuite, les associations plurispécifiques à base de légumineuses, elles présentent de nombreux atouts. Donc, elles permettent de faire rentrer de l'azote dans le système, un peu moins, comme l'a dit Mathieu, qu'une légumineuse pure, mais beaucoup plus qu'une culture pure non légumineuse. Elles augmentent un peu la productivité, elles permettent de réduire l'usage des intrants, de réduire les reliquats post-récolte, j'y reviendrai, etc. Donc, tout un tas d'intérêts que j'ai déjà mentionnés. Et puis, dernière chose, en fait, jusqu'à récemment, les associations à base de légumineuses à graines étaient assez peu étudiées dans la littérature. Je vous ai mis ici dans une base de données de littérature scientifique. Vous voyez qu'en 2007, sur à peu près 1300 articles qui traitaient des légumineuses, il n'y en avait que 32 sur les associations. Et en 2017, vous voyez, ça n'avait pas beaucoup augmenté. Donc, la méthode qu'on utilise en fait pour étudier les associations chez les agriculteurs s'appelle la traque aux innovations, a été appelée comme ça la traque aux innovations par Jean-Marc Ménard et Chloé Salambier qui étaient un peu les précurseurs. Donc, ça consiste en quoi? D'une part, définir le type d'innovation qu'on va rechercher. Donc là, dans le premier projet que je vous présente, on cherchait des associations plurispécifiques à base qui contenaient au moins une légumineuse à graines. Ensuite, repérer ces associations et décrire les modes de production mobilisés par les agriculteurs, donc les pratiques mobilisées. Donc, pour repérer, dans ce travail-là, en fait, on est passé par des têtes de réseau, donc ici 10 conseillers agricoles qui ont été enquêtés, qui nous ont donné des contacts d'agriculteurs et ensuite on a enquêté, je dis on, mais en fait c'était une stagiaire, Alice Lamé, qui a fait tout ce travail, qui a enquêté donc 15 agriculteurs là pendant son stage, qui sont représentés, c'est les petits points rouges représentés sur la carte de France. Voilà. Ensuite, à partir du récit de l'entretien avec l'agriculteur, on décrit les pratiques et surtout, on décrit la logique agronomique de ces innovations, c'est-à-dire
les raisons que les agriculteurs ont données pour les choix techniques qu'ils ont faits, qu'ils ont réalisés et qu'ils mettent en œuvre, et les critères de satisfaction qu'ils mobilisent pour juger si les pratiques qu'ils ont mises en œuvre leur conviennent ou pas, et pour éventuellement faire évoluer ces pratiques. Ensuite, éventuellement, on définit, si on a assez de matériaux avec tout ça, on essaye de définir les conditions de réussite des modes de production qui sont apparus performants par les agriculteurs. Donc, ça peut être des conditions agronomiques, économiques, sociales, etc. Et qui sont des éléments clés pour finalement transmettre à d'autres, pour savoir comment finalement cultiver cette association chez d'autres agriculteurs. Et puis enfin, on produit ce qu'on appelle des ressources. Alors, des ressources, c'est des documents techniques, hein, je vous en présenterai à la fin, pour aider, pour stimuler et aider la conception d'associations chez d'autres agriculteurs. Voilà. Donc, sur la diapo suivante, je vous montre les résultats de cette track aux innovations. Alors, d'abord, quelques exemples. Voilà, ça, je pouvais passer vite parce qu'en fait, Mathieu a déjà mentionné pas mal d'exemples. Donc, simplement, on voit ici, par exemple, sur la photo du milieu, qu'on peut aussi cultiver en bande un peu large, quoi. Là, c'est du soja tournesol, si je me souviens bien. Voilà, c'est écrit, ouais, en Argentine. Et puis, on retrouve des associations que Mathieu a mentionnées déjà. Voilà, donc on peut passer. Voilà. Donc, le premier résultat de cette track qui avait eu lieu, qui a été réalisée par Alice Lamé, donc, comme je vous disais, elle a enquêté 15 agriculteurs. Il y en avait 14 qui étaient en agriculture biologique. Et sur ces 15 agriculteurs, elle a réussi à décrire 38 associations différentes. Donc, vous avez le camembert à côté qui vous décrit déjà les espèces associées. Donc, comme vous voyez, je vous laisse lire les espèces, mais il y a une grande, grande diversité d'associations. Alors, le H, ça veut dire hiver, le P, printemps, quand il y a plusieurs fois la même espèce qui est mentionnée. Donc, on retrouve lentilles, lentillons, pois, févrole, voilà. Donc, la plupart, comme vous voyez, la plupart des associations, c'était des associations binaires avec une légumineuse à graines et une autre espèce. En général, une céréale, mais pas toujours. Il y a la lentille cameline, par exemple. Et le carré bleu en haut à gauche, c'était des associations qu'on a appelées complexes, c'est-à-dire qui comprenaient plus de 2 espèces, entre 3 et 8 parfois. Voilà. Donc, sur la diapo suivante, voilà, donc là, c'est la diversité des objectifs qui nous ont été signalés par ces agriculteurs qui expliquaient pourquoi ils avaient choisi, on leur demandait pourquoi ils avaient choisi de cultiver des associations. Donc, les lignes représentent les agriculteurs et les colonnes, vous avez les objectifs indiqués par les agriculteurs. Donc, certains qui étaient éleveurs, ils voulaient être autonomes en aliments pour leur élevage sur la ferme. D'autres cherchaient une stabilité de rendement. D'autres un intérêt personnel. Bon, d'autres souhaitaient réduire le désherbage. Et donc, on choisit des associations compétitives. D'autres trouvaient que ces associations, finalement, elles ont un faible besoin en azote. Donc, en agriculture biologique, c'était assez intéressant. D'autres cherchaient à réduire les risques de maladie et puis d'avoir un débouché intéressant, en fait. Là, c'était un débouché à haute valeur ajoutée. Donc, sur la diapo suivante, en fait, ces 38 associations, on a essayé d'en faire des paquets un peu cohérents pour essayer de comprendre un petit peu les logiques. Et donc, on a finalement regroupé ces 38 associations en 4 grandes logiques agronomiques. Alors, c'est les 4 types que je vais décortiquer ici. Donc, par exemple, le premier type, donc ces types-là, on les a fait sur la base d'analyse statistique. Je ne décortique pas la méthode, mais voilà. Donc, le premier type, en fait, les agriculteurs souhaitaient vendre leurs récoltes. Et puis, d'autre part, ils souhaitaient ne pas avoir d'intervention technique entre le semis et la récolte. Et donc, ils ont choisi en général des espèces à bonne valeur ajoutée ou qui pouvaient vendre en direct. Ça dépendait, parfois c'était en direct, parfois pas. C'était plutôt en général des semis de printemps, comme vous voyez. Donc, aucun désherbage, un tri des espèces avant utilisation, puisqu'il y avait vente, et puis finalement un coût en travail assez faible, étant donné qu'il y avait peu d'intervention technique. À l'inverse, si on regarde la 4e ligne tout de suite,
qui est un peu un opposé sur certains critères. Donc, c'est aussi des associations pour la vente. Mais là, l'objectif, c'était avant tout de produire un blé riche en protéines pour vendre ce blé. Donc, c'est un blé qui était, en termes d'espèces, associé avec un pois, une févrole ou un lupin. Les périodes de semis, c'était cette fois plutôt des associations d'hiver, donc semées à l'automne. Et vous voyez là, cette fois, 2 à 3 désherbages, un tri des espèces avant utilisation et donc un coût du travail assez fort. Et puis entre les deux, vous avez deux autres types d'associations utilisées pour l'alimentation des animaux à la ferme. Donc la première avec pas d'intervention et la deuxième avec la possibilité d'avoir des interventions. Puisque l'objectif c'était de réduire les adventices dans la rotation, en fait, l'insertion de l'association visait cela, et donc avec des types d'espèces différentes, des périodes de semis, etc. Donc vous voyez des types d'associations cultivées chez les agriculteurs très différents finalement. Sur la diapo suivante, voilà. Donc là, je vous montre en fait un autre résultat d'une autre traque qui avait été faite toujours principalement dans le sud-ouest, en fait, autour de chez Laurent Bédoussac, justement. Et un petit peu, il y en avait encore un petit peu en Poitou, dans les Pays de la Loire, là. Et cette fois, on a élargi, on n'a pas cherché que des associations avec une légumineuse à graines, on a élargi les types d'associations recherchées. Donc là, on a enquêté, donc là c'était Valentin Verret qui a fait ce travail-là, il a enquêté 47 agriculteurs et là encore, il a trouvé 76 associations différentes. Donc vous voyez cette grande diversité qu'il a regroupée en 7 types, je vais les détailler un petit peu avec le camembert à côté, et il a trouvé entre 1 et 9 associations différentes par agriculteur. Alors en termes de débouchés, c'est ce que vous avez sous le titre de la diapo, c'est des, je ne sais pas si on voit bien parce que c'est un peu petit, ce sont des associations pour toujours le grain, récolter des grains pour l'alimentation humaine ou des grains pour l'alimentation animale ou utiliser en fourrage pour l'alimentation animale ou en plante de service pour une autre culture de rente qui est cultivée en partie au moins en même temps. Et donc le camembert, il représente les 7 grands types. Je recompte, mais oui, il y a bien 7 grands types. Donc, si je démarre dans le quart en haut à droite, en vert, là, donc il y avait des mélanges binaires, donc avec 2 espèces, 2 cultures diverses, semées et récoltées en même temps. Donc ça, vous voyez, ça faisait à peu près 30% de l'échantillon. Ensuite, des mélanges complexes, donc plus de 2 espèces, de cultures diverses aussi, et là aussi cultivées ensemble, donc semées et récoltées ensemble, à peu près 15% de l'échantillon. Ensuite, il y a eu des mélanges binaires de cultures semées et récoltées ensemble, mais au printemps. Ensuite, le marron en bas à gauche, des mélanges d'une culture de vente avec une espèce compagne temporaire, typiquement le colza avec légumineuse gélive que vous a présenté Mathieu juste avant. Puis, on a eu aussi des mélanges de 2 cultures de vente cultivées en relais. Donc, on sème la première, on sème la deuxième, on récolte la première et puis on récolte la deuxième, avec un décalage à la fois dans les dates de semis et dans les dates de récolte. Et enfin, des mélanges d'une culture de vente avec une espèce compagne, plante de service, cette fois semée en relais, elle aussi. Donc, on a eu tout ça dans l'échantillon. Et donc, là aussi, sur la diapo suivante, on a répertorié un petit peu les objectifs des agriculteurs. Et puis là, dans ce tableau-là, j'ai recroisé les objectifs donc, qui sont en ligne cette fois avec quelques types. Donc là, j'ai remis que 3 types. Et ce que vous voyez, donc dans les objectifs, on retrouve augmenter le rendement, accroître la stabilité du rendement, améliorer la qualité des produits, augmenter l'autonomie protéique de l'élevage. Donc tout ça, on l'avait déjà vu. Avoir une certaine flexibilité de récolte. Certains agriculteurs qui disent moi je sème 2 espèces, si l'année elle est comme ci, je vais récolter en graines, si l'année elle est comme ça, je vais plutôt récolter en fourrage, et puis en fait si y a une des espèces qui se perd, comme nous a montré tout à l'heure Mathieu, le pois il s'était perdu dans l'association blé dur pois, de toute façon j'en ai toujours une qui reste. Si j'avais semé que du pois, peut-être que j'aurais rien récolté. Donc voilà, cette flexibilité qui les intéresse.
autonomie vis-à-vis de l'azote, limiter les adventices. Bon, les autres éléments, on les a déjà vus. On voit aussi favoriser l'activité biologique et la structure du sol. Et ce que vous voyez, c'est que parfois, il y a des zéros et parfois, il y a des plus dans les cases. En fait, certains types sont plus adaptés à certains objectifs, etc. quoi. Donc, on commence à comprendre à travers ces objectifs les choix d'espèces et les choix de type d'association que les agriculteurs font. Mais voilà, le choix des espèces n'est pas la seule différence en fait entre les pratiques des agriculteurs. Il y a parfois, si on creuse un petit peu dans les pratiques de manière plus fine, il y a des différences très importantes qui peuvent apparaître et je vous l'ai illustré ici avec un exemple. Ces 3 agriculteurs qui ont été rencontrés par Valentin ont tous les 3 cultivé du blé d'hiver et de la févrole. Mais ils l'ont cultivé de manière différente à chaque fois parce qu'ils avaient des objectifs différents. Le premier, ils voulaient avant tout produire de la févrole et un peu de blé. Donc vous voyez en rouge, il a mis une densité de semis de févrole beaucoup plus importante que les agriculteurs en dessous. Et par contre, il n'a pas mis beaucoup de blé par rapport, par exemple, au 3e agriculteur. Le deuxième, il voulait récolter du blé de bonne qualité sans fertilisation. Donc, il a finalement mis un équilibre entre blé et févrole. Ah oui, j'ai oublié de dire que le premier, il voulait bichonner sa févrole du coup parce qu'il voulait produire de la févrole. Et vous voyez qu'il a semé en 2 passages à 2 profondeurs différentes. Alors que le deuxième, du coup, il mélange tout dans le semoir et il sème tout en un seul passage. Voilà. Et le troisième, il voulait produire du blé meunier avant tout, avec un peu de févrole. Et donc, il a augmenté la densité de blé et il a mélangé tout dans son semoir. Et donc, voilà, il y a éventuellement d'autres différences un petit peu chez ces agriculteurs, mais pour vous montrer qu'une même association en termes d'espèces, elle peut ensuite, on peut lui appliquer des pratiques très différentes selon ce qu'on va vouloir récolter à la fin. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de représenter sur la diapo suivante, où on a essayé, en fait, mais on n'est pas encore au stade d'avoir des règles de décision, on a essayé d'écrire finalement sur quels éléments de conduite on pouvait agir pour avoir justement soit un mélange équilibré à destination fourragère, soit plutôt un blé de qualité avec moins d'intrants azotés, soit une production de légumineuses. Et donc, on peut jouer sur la proportion des 2 espèces au semis. Si on veut plutôt de la légumineuse, on va pousser un peu la densité de légumineuse. Si on veut plutôt de la céréale, on va plutôt pousser la densité de céréales. Voilà. On peut éventuellement jouer un peu sur l'apport d'azote, notamment chez les conventionnels. Et on peut, parce que en fait, l'équilibre à la récolte entre la céréale et la légumineuse qu'on va récolter va être très très fonction de la disponibilité en azote qu'il va y avoir pendant tout le cycle de l'association. Mais cette disponibilité en azote, on peut plus ou moins la maîtriser parce qu'elle va beaucoup dépendre du sol, de la disponibilité du sol, et puis on peut un petit peu l'ajuster avec la fertilisation azotée. Et donc, selon le moment, la quantité d'azote qu'on peut apporter ou le moment où on va l'apporter, on va éventuellement orienter l'équilibre, on peut orienter l'équilibre entre les espèces. Si on apporte l'azote tôt, en gros, on va plutôt favoriser la céréale, et si on l'apporte tard, on va plutôt favoriser la légumineuse ou la qualité de la céréale. Donc ça, Mathieu vous a déjà montré les rendements. Je complète juste avec le graphe suivant sur la même diapo, qui montre que en fait, le LER grain, donc en fait, c'est le surplus d'azote qui est gagné par l'association par rapport aux légumineuses, aux espèces pures. Quand on est à 1, ça veut dire que le rendement de l'association est égal à la moyenne des rendements des espèces pures. Et dès qu'on est au-dessus de 1, ça veut dire qu'on a gagné du rendement en cultivant en association. Et ce que vous voyez, c'est que ce LER, il décroît au fur et à mesure que la disponibilité en azote dans le sol va être importante. Donc, c'est ce qu'a dit Mathieu tout à l'heure. Plus j'ai d'azote dans le sol, moins je vais avoir un gain à cultiver en association par rapport à une espèce pure. Et au maximum, pour caricaturer un peu, si j'ai beaucoup d'azote disponible dans le milieu, ma légumineuse, elle va disparaître parce qu'on va beaucoup privilégier la graminée. Voilà. Là, quelques illustrations des associations qui permettent de réduire les facteurs limitants. Donc, à gauche, vous avez une illustration sur les pucerons du pois. C'est dans une association blé-pois, si je me souviens bien. Donc, vous avez la culture pure en noir
et 2 associations en blanc et marron. Et vous voyez au cours du temps le nombre de pucerons qui ont été comptés par plante. Et vous voyez qu'il y en a à moitié moins en fait, sur les plantes associées par rapport aux plantes cultivées en pur. Le graphe du milieu vous montre la réduction d'adventices. Donc là, vous avez en abscisse, vous avez la biomasse d'adventices dans la légumineuse pure, et en ordonnée, la biomasse d'adventices dans la même légumineuse cultivée en association. Donc tout ça dans un même champ, hein. À chaque fois, c'est des bandes qu'on compare toutes choses égales par ailleurs, dans les mêmes conditions. Et vous voyez qu'on réduit énormément la biomasse d'adventices dans l'association par rapport aux adventices qu'on peut observer dans la légumineuse pure. Donc voilà. Et puis, dernier graphe à droite, c'est l'effet sur la verse. Donc là aussi, bah, vous voyez, en fait, on voit la hauteur en ordonnée, c'est le ratio entre la hauteur à la récolte et la hauteur maximale à fin floraison. Donc vous voyez que le poids pur, la hauteur, elle a complètement baissé parce que le poids, il a versé en fait entre floraison et récolte, alors que le poids associé, il est resté debout. Alors, en termes d'intérêt, on a un intérêt pour réduire les impacts environnementaux. Donc, on a une économie d'azote. Bon, les graphes, ils sont un peu compliqués, donc je vais vous les expliquer juste comme ça oralement, enfin, vous donner juste le résultat oralement. On atteint le même rendement sur l'association en utilisant beaucoup moins d'engrais azotés. Et ça, c'est en particulier flagrant en conventionnel. Donc, voilà, une économie d'engrais azotés et une meilleure efficience d'utilisation de l'azote, puisqu'on a un plus haut rendement par rapport à l'azote apporté. Et puis, sur le graphe de droite, on voit la réduction des risques de lixiviation par rapport à la légumineuse pure. En fait, vous avez les associations blé-pois sur la droite et vous avez le pois pur sur la gauche. Et en fait, ici, vous avez la quantité d'azote minéral dans le sol après récolte. Et donc, on sait qu'après un pois, il y a souvent un reliquat d'azote dans le sol assez élevé. Et vous voyez que les associations, elles permettent de le réduire de manière très importante. Voilà, donc le graphe suivant, Mathieu l'a déjà expliqué, donc c'est parfait, je le passe. Je vais juste l'interpréter un peu plus avec ce graphe-là. En fait, pourquoi en association, la légumineuse, elle va plus fixer elle va plus faire dépendre sa nutrition azotée de la fixation que quand elle est en pur, pour deux raisons combinées. La première raison que vous voyez à gauche, c'est que le système racinaire de la graminée, il va se développer de manière plus précoce et plus rapide dans le sol. Donc en fait, la graminée, elle va, par exemple, dans une association blé-pois, elle va aller explorer les différents horizons du sol, la première. Et donc, comme les racines de la graminée arrivent les premières dans les horizons du sol, elles vont pomper l'azote qui est disponible à ce moment-là. Donc, la graminée va utiliser l'azote minéral du sol. Et quand les racines de la légumineuse arrivent, il n'y a plus d'azote minéral. Donc, la légumineuse, bien sûr, elle pourrait se nourrir s'alimenter à partir d'azote minéral dans le sol, mais comme il n'y en a plus, elle fixe l'azote atmosphérique. Donc, ça l'oblige à fixer davantage. Et en fait, c'est ce qu'on voit sur le graphique de droite. Le pourcentage de NDFA leur donné, ça veut dire le taux d'azote qui est issu de la fixation quand on regarde l'azote accumulé dans la plante à la récolte. Vous voyez que ça peut aller de 0 à quasiment 100%. Et ce taux d'azote issu de la fixation, il diminue dès qu'on a beaucoup d'azote dans le sol, disponible dans le sol. En fait, s'il y a de l'azote disponible dans le sol, la légumineuse, elle s'alimente d'abord à partir de l'azote minéral. Et c'est s'il n'y en a pas qu'elle passe sur la partie fixation symbiotique. Voilà. Donc, mes deux dernières diapos vous montrent les ressources qu'on a produites pour aider la conception chez d'autres agriculteurs à partir de toutes ces informations qu'on a pu recueillir en fait à partir de l'analyse des associations cultivées par des agriculteurs. Donc, on a fait des fiches de ce type-là où on décrit une association cultivée chez un agriculteur et où on décrit le type d'association, donc ici une association cameline-lentille. On décrit l'objectif de l'agriculteur, l'itinéraire technique qu'il a mis en œuvre, les débouchés des espèces, l'évaluation par l'agriculteur, ce qu'il trouve positif, ce qu'il trouve un peu négatif. Et puis, on essaye à partir de tout ça d'en déduire les conditions de réussite ou les facteurs d'échec et les risques liés à cette pratique pour essayer d'aider d'autres agriculteurs
à réussir leur association et pas et essayer d'avoir le moins possible d'échecs. Donc, des fiches comme ça, on en a pas mal hein, maintenant et elles sont disponibles. En fait, on va essayer de les mettre sur le site GECO, mais en tout cas, elles sont d'ores et déjà disponibles. On peut vous les fournir. Et l'autre type de ressources qu'on a fabriqué, c'est des arbres d'exploration. Donc, ça représente ici, par exemple, c'est l'ensemble des pratiques qui avaient mobilisé tous les agriculteurs qu'on a rencontrés pour gérer les adventices dans une association avec légumineuses. Et donc, ça représente tout ce qui est possible. Par exemple, ils comptent sur le tri après récolte ou ils comptent sur la hauteur de coupe. Il y en a qui choisissent un précédent plus favorable, une culture nettoyante. Il y en a d'autres qui vont utiliser des modalités de semis différentes ou des variétés compétitives, etc. Donc, tout ce qu'on a rencontré chez les agriculteurs, on l'a répertorié dans un arbre comme ça. Et donc, un nouvel agriculteur qui a envie de cultiver des associations, ça peut lui donner des idées en fait sur comment faire. Et donc là aussi, on a plusieurs arbres comme ça. Là, il y a celui pour gérer des adventices, mais on en a d'autres. Et ils sont là aussi à votre disposition pour aider, accompagner des agriculteurs dans leurs associations. Donc, la conclusion, je crois, ensuite, voilà. Donc, les innovations des agriculteurs sont très diverses, j'espère que vous l'avez vu. Et donc, c'est une grande source d'inspiration pour d'autres agriculteurs qui souhaitent se lancer. Les associations qui sont choisies par les agriculteurs, les pratiques choisies sont très cohérentes avec les objectifs visés et puis, bien sûr, aussi les moyens des agriculteurs. Hein. Selon les résultats attendus, les associations sont conduites différemment. Et donc, c'est pour ça qu'on voit une vraiment grande gamme de pratiques observées chez les agriculteurs. Et finalement, la traque aux innovations permet de produire une grande diversité de ressources qui peuvent être utiles à la conception, des exemples de mise en œuvre réussis, mais aussi des exemples d'échecs, parce que c'est intéressant de partager les échecs. La diversité des associations qu'on a rencontrées, la diversité des pratiques, une gamme donc de leviers techniques que je vous ai illustrés dans les arbres, l'explicitation de liens entre pratiques, services attendus, objectifs attendus, et puis la fonction qui est mobilisée qui fait le lien entre les deux. Donc ça, c'est des briques qui peuvent être remobilisables pour concevoir de nouveaux types d'associations. On a aussi des concepts innovants, hein, des idées nouvelles pour des agriculteurs, des connaissances nouvelles sur les agriculteurs, sur les associations. On a produit des connaissances nouvelles, et puis des connaissances qui restent manquantes et qui y sont pour nous chercheurs source de nouvelles questions de recherche. Voilà, je vous remercie. Oui, bonsoir. Bonsoir Marie-Hélène, c'est Jean-Pierre Sartou à l'appareil. Salut Jean-Pierre, tu vas me poser une colle parce que je ne vais plus me Non, souvenir. non, t'inquiète pas, non, je crois pas. Enfin, puis même, si tu sais pas, c'est pas grave, parce que c'est vraiment, c'est vrai. Est-ce que tu te souviens par hasard si le lupin, qui était utilisé en association avec un seigle et puis une autre céréale, je crois que c'était de l'orge d'hiver, c'était un lupin bleu ou un lupin blanc, voire encore un jaune? Alors, de mémoire, je crois que c'était un lupin blanc. Mais il Ouais. faudrait vraiment que je vérifie dans le mémoire d'Alice parce que la traque d'Alice, elle était avant la traque de Valentin et du coup, je mélange un peu D'accord. les résultats. Donc, je ne suis pas sûre à 100%. Mais en tout cas, je peux trouver la réponse et te la fournir si tu le fais. Ah oui, enfin, ça serait intéressant. Mais du coup, Ouais. c'était un peu ce que je pensais. Donc, ça serait a priori un lupin qui a été semé en automne, donc un lupin non gélif, quoi. Voilà, c'est Variété, ça. c'est-à-dire il n'y a que le lupin blanc qui a Mm. des variétés non gélives. Donc, Mm. ça semblerait cohérent, du coup. Ouais, ouais, D'accord, intéressant. Ok. voilà. Merci beaucoup hein, pour cet exposé très intéressant. Ah, merci. Bonjour, je me permets d'intervenir Ouais, ouais, oralement. ouais, très bien. Donc, je suis agriculteur aussi et sincèrement, je vous félicite pour le travail que vous avez fait. Je trouve ça remarquable, c'est extrêmement intéressant. Merci. Et en plus, très riche effectivement de potentiel pour les autres agriculteurs Ouais, parce que ça fait vraiment un recueil de pratiques denses à ouais. partir duquel on peut construire beaucoup de choses. Et du coup, la question qui suit, elle est toute naturelle, c'est où est-ce qu'on peut se procurer les résultats de vos recherches, la fiche la fiche d'association par exemple. Enfin, tout ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est une documentation qui serait très utile pour construire et faire évoluer des systèmes dans nos fermes.
Oui, tout à fait. Alors, donc ça, on est en train justement de s'en préoccuper. Première chose, c'est que déjà, pour l'instant, on peut vous les fournir, elles sont disponibles. La deuxième chose, c'est que nous, on travaille en parallèle dans nos travaux de recherche sur l'outil GECO. Je ne sais pas si vous le connaissez, voilà, Non. qui est un outil. C'est un outil. En fait, c'est une plateforme web Oui. interactive qui a été lancée dans le cadre de la transition agroécologique, en gros, et qui essaye de recueillir justement des techniques innovantes en les décrivant de différentes manières pour justement accompagner, aider les agriculteurs à choisir ou à concevoir des nouvelles techniques chez eux. Et donc, pour l'instant, en fait, dans GECO, il y a essentiellement des fiches techniques qui décrivent des techniques et puis quelques retours d'expérience d'agriculteurs. Et en fait, là, on vient de terminer une thèse, la thèse de Maud Quignot, qui a travaillé pour enrichir en fait, cet outil-là avec des nouveaux types de ressources. Et typiquement, les deux ressources que je vous ai présentées, les arbres d'exploration et les fiches logiques d'action. Et puis, on a une troisième ressource qui décrit des bioagresseurs en fait, et les liens entre le cycle, les caractéristiques du cycle du bioagresseur et les techniques qu'on peut mobiliser pour essayer de limiter les infestations. Ça, on voudrait les rentrer dans cet outil-là, mais il y a du travail informatique à faire, donc pour l'instant, elles n'y sont pas encore. Donc, je crois qu'on va les mettre, nous, en attendant, sur notre site de l'unité d'agronomie, voilà, pour qu'elles soient au moins disponibles. Mais en tout cas, je pourrais peut-être les fournir à Claire et qui pourra les retransmettre. Voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Il faudra juste me le rappeler parce que j'ai oublié. Mais voilà. Et donc, j'espère qu'assez vite, elles pourront être disponibles sur l'outil GECO. Oui, je vous remercie. Moi, j'ai une question. Claire Barlet du Gab Île-de-France. Je suis l'autre Claire. Je me demandais si, bon, absolument d'accord avec tous, hein, c'est extrêmement intéressant ce rendu et je pense que pour les agriculteurs, ça va être concret et technique. Justement, j'avais une question. Est-ce que dans les cas que vous avez rencontrés, il y a des mélanges avec de la moutarde ou du colza, mais en sachant que ce sont les cultures principales? Enfin, c'est-à-dire, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais dans cette association, par exemple, la moutarde n'est pas celle qui sera détruite, quoi. Ah oui. Alors, là aussi, je vais dire ça de mémoire, parce que vous imaginez que les 75 associations de Valentin, je ne m'en souviens plus. Je ne crois pas, ça ne me dit rien comme ça. Mais bon, il faudrait quand même vérifier. Ce qu'on a eu, c'est... Alors, par contre, ce qu'on avait vu, c'est un petit peu différent de ce que vous dites, mais c'est un agriculteur qui avait semé une association colza légumineuse et qui nous, donc à l'automne, enfin fin d'été, comme date de semis normale, et qui nous a dit, en fait, je fais rien sur mon colza pendant tout l'automne. Je le laisse se débrouiller tout seul. Et à la sortie de l'hiver, je regarde ce qui reste. Soit le colza, il est en super forme, la légumineuse, éventuellement, elle a été gelée pendant l'hiver, bon, je conduis mon colza ensuite. Soit le colza, il a été beaucoup mangé, etc. Mais finalement, les légumineuses sont restées, je vais garder mes légumineuses. Éventuellement, je ne me rappelle plus s'il était éleveur, mais éventuellement pour le donner à manger à ses animaux. Et puis, si c'est vraiment moche à la sortie de l'hiver, je retourne tout. Mais en fait, ça m'aura fait une culture intermédiaire avec tous les services que je peux en attendre. Et donc, finalement, j'y gagne quand même. Donc, on lui avait posé la question, mais économiquement, quand même, vous vous y retrouvez? Il nous a dit oui, alors là, pas de problème, je m'y retrouve. Bon. Et donc, voilà, ça me fait penser à ça, votre question, mais même si ce n'est pas exactement la question que vous posiez. Là aussi, on pourra regarder dans les documents de Valentin s'il y avait ça, mais je ne crois pas, ça ne me dit rien. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez les données chiffrées sur le pourcentage de réduction des intrants qui ont été permis grâce à ces associations? Alors oui, on a ça, puisque en fait, au début aussi, ma réponse, je vais faire la réponse en deux temps.
Premièrement, chez les agriculteurs qu'on a enquêtés, pas toujours, parce qu'on leur demandait surtout la logique de leur pratique, mais pas forcément toujours très, très précisément tout ce qu'ils avaient utilisé. Et puis en plus, la plupart étaient en bio, la grande majorité était en bio. Donc voilà. Par contre, sur un autre réseau, on avait là fait des essais dans des parcelles d'agriculteurs, mais en réseau, et c'était des essais pilotés un peu par nous. Et là, on avait beaucoup plus d'essais dans des situations conventionnelles. Et donc, on demandait à l'agriculteur d'essayer de différencier sa conduite au maximum, en fait. Et donc, on a quantifié la réduction des intrants. Alors, en azote, ça c'est facile, je l'ai de mémoire, parce que si on met plus de 50 unités d'azote sur une association, ça devient un blé pur, enfin ça devient une céréale pure. Donc en fait, vous voyez, le blé, il était conduit à côté, le blé pur, il était conduit en gros en conventionnel avec 160-180 unités d'azote, et l'association, il y avait au maximum 50 unités, parfois zéro. Il y avait souvent une trentaine d'unités, parce que ça a aidé un peu l'association. Et en termes de pesticides, donc là aussi, je dis ça de mémoire, en moyenne, sur le blé pur et le pois pur, on devait être à un niveau d'IFT en gros autour de 3. Et sur l'association, l'agriculteur, il était à 1,5 en moyenne, hein, je vous dis la moyenne des essais. Et en fait, ce qui restait, c'était l'herbicide, parce que les agriculteurs en conventionnel, ils avaient trop peur de garder trop de mauvaises herbes, donc ils ne s'étaient pas empêchés de mettre un herbicide. Mais voilà, c'était surtout ça qu'on retrouvait. Et parfois, ce qu'on avait vu aussi, c'est qu'ils avaient mis parfois un fongicide, et quand on les avait un peu titillés en leur disant « Mais pourquoi vous avez mis le fongicide ?» Vous aviez vu quoi comme maladie? Non, c'était plus par précaution qu'ils l'avaient mis. Donc, je pense qu'on pouvait encore gagner, quoi.